Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment ça va, monsieur Fernand Lopez? Je veux bien toi-même. Ça va très bien parce qu'en plus, il vient d'avoir une petite bombe qui est sortie sur les réseaux sociaux, Fernand, qui te concerne directement puisque oui, l'un de tes athlètes, un certain Jordan Zebo, qui casse de temps en temps la cage d'Ares Fighting Championship, devrait être en main event du PFL Paris contre Cédric Doumbé. C'est un banger sorti de nulle part. Bah, si tu le dis. Si tu le dis que c'est sorti de nulle part, ouais, ok. Mais, Non mais comment mais ça s'est passé la passerelle déjà? Première question, passerelle avec Ares, parce que peut-être que toi tu comptais sur Jordan pour animer un petit peu la catégorie welterweight, où il fait partie de ces gars, comme t'en parlais, où t'as beaucoup de gars du Factory qui peuvent prétendre à la ceinture Ares, et donc il commençait à avoir peut-être un embouteillage. non, je vous avais dit que j'avais une bonne connexion avec le PFL. euh, James, qui est un peu le gars qui s'occupe du développement overseas. Peter, qui est le président du PFL. Et donc, les passerelles se font naturellement. Donc, il est possible que vous revoyez Jordan souvent sur Ares, et puis il est possible que vous le revoyez souvent sur le PFL. Et je sais que tu peux pas en dire beaucoup, je pense que t'es au courant de ce qui se passe avec le PFL, mais est-ce que là, comment? Tout le teasing qu'il y a autour de l'organisation, est-ce que c'est réel ce qui est en train de se passer? Derrière. Ok, ok. Et honnêtement, Fernand, est-ce que tu penses, alors voilà, parce qu'il y a pas mal de rumeurs, achat du Bellator, tout ça, est-ce qu'ils peuvent, selon toi, là maintenant, avec tout ce qui est en train de se tramer, rattraper l'UFC où on est, Objectivement, on est encore loin. ok, ok, ok. On est encore loin, mais c'est le début de quelque... En tout cas, ils sont plus proches que tout le monde. Aujourd'hui, c'est eux les plus proches que tout le monde de pouvoir les rattraper parce qu'il y a pas mal de moves, comme tu disais, le Bellator, ça a fait un très gros pool d'athlètes. Ça veut dire que si ça, il y a une addition de tous les athlètes qui vont se retrouver à un moment donné. Et donc, ça fait un gros, quand même, des bons combattants ensemble. Ça va relever la compétition. Euh, et puis, c'est bien, c'est pas. Alors, faut pas se mentir, on restait sur ce qui s'est dit, c'est que la plus grosse compétition existe à l'UFC et tout le monde, à un moment donné, vise un jour y arriver. Mais franchement, celui qui a goûté sur la nouvelle, enfin, la nouvelle grille salariale du PFL, c'est quelque chose. Ok, ok, message compris. Revenons à ce main event. Donc déjà, Fernand, bravo, parce que les deux plus grosses organisations mondiales, on va dire de MMA, arrivent en France au mois de septembre. T'auras deux main events, donc c'est pas mal hein, pour quelqu'un qui traverse une période un peu compliquée. Euh, comment... Pourquoi? Pourquoi une période compliquée? Je dis ça comme... Va falloir que tu m'expliques pourquoi tu trouves que parce que moi, je vis bien, je suis heureux, et tu trouves que je traverse une période compliquée, il faut que tu me l'expliques. Non, non, pas Toi, du tu trouves tout. qu'elle est compliquée, ma Pas du période? tout. Non, la période est, on va dire, période charnière, j'ai envie de dire. Période charnière pour Fernand Lopez, parce que fin du mois de septembre, soit le monde entier de la planète MMA va dire cet homme est un génie, soit ça va être, j'ai peur, du mois de avril all over again. Ce Jordan Zebo, Cédric Doumbé, encore plus que tous les autres combats, là tu peux pas en parler, mais à quel point c'est quelque chose d'important pour toi? Ça va. Ok. Franchement, ça va. Parce que C'est quoi? Parce que c'est pas une ceinture, parce que t'as déjà connu des grosses échéances? Oui, c'est un combat sans enjeu, à vrai dire. On a juste deux jeunes on n'est même pas ceux qui sont en main event, Ok. déjà. On n'est même pas ceux qui sont, mais à la base, ce n'était pas prévu. Il y a eu une fausse information qui venait de RMC qui disait que c'était un main event, mais à la base, selon la direction du PFL, c'était pas prévu pour un main event. Maintenant, ça leur complique un peu la vie, et je pense qu'ils ne savent pas très bien. Ils ne sont pas encore décidés si c'est un main event ou pas un main event. Mais en tout cas, un beau combat,
très équilibré à mon sens, avec pour une fois, un très bel enjeu sportif. Maintenant, au-delà de ça, c'est pas, ça va. Dernière question là-dessus, Fernand, parce que là, il va y avoir Adesanya contre Sean Strickland. Tout l'avant-combat va passionner le monde du MMA. Là, Twitter est en feu depuis l'annonce de ce combat-là. Est-ce que tu seras présent au PFL Paris? Est-ce que tu seras head coach de Jordan Zebo? Est-ce que tu seras face à la cage? Parce que, un peu à la manière de ce qui s'était passé avec Francis contre Cyril, c'est presque toi, entre guillemets, la star du combat, ou en tout cas le protagoniste particulier principal. Non, c'est une grosse erreur de prendre ce genre de place-là. Et c'est bon. Je ne la veux pas du tout. Je serai chez moi au calme, au chaud. Je regarder le combat. Et puis, ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. C'est pas, franchement, faut pas se prendre la tête. Faut pas ajouter de la surcharge sur la tête d'un petit qui est en train de se découvrir, qui est en train d'apprendre le MMA, voilà quoi. Il y a un bel enjeu sportif, mais il va faire face à quelqu'un d'assez expérimenté, de très malin, qui a du métier sur le sport de combat. Alors, ce qui est bon avec Jordan Zebo, c'est que, il a une maturité incroyable. Il est capable de se mettre dans une bulle. Mais non, je vraiment pas besoin d'être là. Ce mec-là a fait de très bons combats sur Ares, notamment le dernier KO qu'il a mis, masterclass, avec un très bon coach qui s'appelle Commandé. On a 22 coachs au MMA Factory. J'aime bien que chaque coach qui a été le mentor de chaque élève puisse le porter, le suivre et l'accompagner. Je vais, je vais faire comme d'habitude, préparer les gars avec toute l'équipe, avec toute notre team. On va se préparer, on va le préparer, Jordan. Mais non, Jordan ira avec son coach principal qui est commandé et qui s'entraîne et qui le prépare depuis tout le temps. On va l'accompagner dans ce mouvement-là, mais ils sauront quoi faire. Et C'est il fait pas, partie du tournoi welterweight, du coup, il entre dans le tournoi welterweight, Jordan, là, avec ce combat-là? Ou c'est quelque chose qui vient après? c'est quelque chose qui vient après. D'accord, ok. D'abord, il doit passer cette étape. Ok, très bien noté, monsieur. On avance avec ce qui s'est passé justement par rapport au PFL. Donc le week-end dernier, il y a eu Nate Diaz contre Jake Paul. Jake Paul qui est ouvert à une revanche en MMA contre Nate Diaz au PFL, 10 millions de dollars. Il n'y a pas les chiffres précis qui sont sortis, mais Nate Diaz apparemment, donc selon monsieur Nash de Bloody Elbow, qui est quand même un journaliste extrêmement sérieux, aurait touché le plus gros salaire de sa carrière, sans doute égal ou supérieur à tout ce qu'il avait touché au cours de sa carrière précédente en MMA. Fou parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait tellement d'attention, de traction sur ce combat-là avant qu'il arrive. Ou est-ce que je fais fausse route et toi tu sentais que c'était un gros truc? Non, au-delà du gros truc, il y a juste, avant de dépouiller les pay-per-view et de savoir combien mérite exactement chaque combattant, il y a déjà l'intérêt que peut apporter un show. Et pour le coup, quand Ned Diaz va boxer, bon, ça a un intérêt. Enfin, quand on annonce que Anderson Silva va boxer, il y a un intérêt. Quand on annonce que Francis va boxer, il y a un intérêt. Maintenant, je trouve que, enfin, en tant que fan des MMA, je suis de moins en moins euh, enchanté de voir ces combattants des MMA se faire décimer comme ça les uns après les autres. Ça n'a pas de sens parce que pour le coup, Jack Paul, il s'aimait bien. Il s'aimait bien parce que, OK, il ne te prend pas il ne te prend pas un mec de son poids, il prend un Ned Jazz qui est déjà fatigué, vieillissant, même s'il a un menton en granit, il reste quand même quelqu'un de fatigué. Il prend un Ned Jazz qui n'est plus affûté, qui n'est plus motivé, qui va le faire pour l'argent, et il va prendre quelqu'un qui est moins lourd que lui, quelqu'un qui n'a jamais fait un seul combat de boxe de toute sa vie. On a beau dire qu'il a fait des gros sparring avec des boxeurs, mais c'est pas dans les règles de Chris Berry. Donc, si tu veux, ce que j'essaie de te dire ici, c'est que il y a eu qui? Il y a eu Anderson Silva, il y a eu Tyrone Woodley, il y a eu Ben Askren. Ben Askren, et aujourd'hui, comment il s'appelle, Nate Diaz. Ned Diaz. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de stars du MMA
qui sont rincés et qui humilient et vont ridiculiser le sport parce qu'ils vont dans une discipline, bien sûr, qui n'est pas la leur, sur laquelle ils n'ont jamais pratiqué, et ils y vont parce qu'il y a de l'argent, mais ça devient de plus en plus gênant, tu vois. Donc, j'espère qu'à partir de maintenant, Jake Paul va choisir des mecs qui ont un peu un intérêt, qui sont aussi des boxeurs, un peu comme il a pris, comment il s'appelle, Fury. C'est Ouais, quoi le Tommy Fury. Tommy Fury? Ça a un sens. Mais aller continuer à prendre ces mecs-là qui sont rincés, qui viennent de la boxe, ça commence à me mettre mal à l'aise, moi. En tout cas, c'est toujours dans un sens. Il y a toujours un mec qui est jeune, qui a affûté, qui est un vrai sportif, qui fait vraiment de la boxe et qui va inviter des personnes qui n'ont jamais fait de la boxe, qui ont été des anciennes gloires et des anciens champions dans une autre discipline pour les dépouiller. Euh, Donc voilà, même, pour toi, voilà. ouais, c'est pas lié au sport? Parce que c'est la crainte que j'ai, parce que là, mine de rien, sur le papier, Ned Diaz devait être son plus gros test, c'est pas les combattants de MMA qui ont pas peut-être un niveau en boxe qu'on surévalue? Non, non, non. On prend un jeune à son prime. Il est à son prime. Ned Diaz à son prime et un Ned Diaz qui a le même poids, c'est pas pareil. Il lui rendait beaucoup de kilos. C'est pas pour rien qu'on fait des catés de poids. C'est lourd chaque fois qu'il monte. Quand il y a un petit qui essaie de te toucher, qui essaie de te boxer, qui frappe comme un moustique sur toi, qu'est-ce que tu veux que ça te fasse? Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense que pour le coup, non. Bon, effectivement, Nedja n'a pas été le grand Nedja des grands jours, mais même s'il avait été le grand Nedja des grands jours, quand on te ramène dans une discipline qui n'est pas la tienne, si on prend Jake Paul et on le ramène à la natation, je peux te dire qu'il va pas faire le malin et voilà, il va donner 50 mètres de retard à celui qui va nager avec lui. C'est juste une nouvelle discipline, c'est une autre discipline de la boxe et ça ne fait pas du bien à notre sport. Et pourtant, d'un côté, il y a Mike Tyson qui dit qu'il a fait beaucoup de bien à la boxe, Jake Paul. Ou tu penses que c'est de la promo un peu, ça? Absolument. Ouais. C'est ce que je t'ai dit. Ça ne fait pas du bien à la boxe, mais ça fait du bien à la boxe. Ça fait du bien au MMA, mais ça fait du bien à la boxe. Quand je dis notre sport, je parle du MMA. Ça veut dire que nous, l'image qu'on a, c'est quoi? C'est que des personnes qui ont été des méga stars. Aujourd'hui, on parle d'un combat entre Masvidal et Jake Paul. Quel intérêt? Masvidal, c'est un 77 kilos. Le mec, il est tout léger. Il n'a jamais boxé de sa vie. C'est un mec qui a un style un peu bagarré, qui n'est pas très technique, mais compense ce style bagarré avec de la lutte et du grappling. Et là, tu l'amènes dans un domaine où il ne va que boxer. Il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance de gagner. Et non, ça n'a pas d'intérêt. Tu veux ramener des mecs boxer, tu veux prendre des gars qui boxent, bah, essaye de prendre un mec. Euh, il faudrait faire un Jack Paul contre, je sais pas moi, Sean Strickland. Et là, c'est amusant. Il faut faire un Jack Paul contre Adesanya. Là, c'est amusant. Parce qu'ils sont encore à leur prime. Ils savent boxer. Ça va être super intéressant. Là, faire ce qu'il fait, non, je pense pas. Et tu penses que ça peut se faire en MMA ou là pour le coup c'est que de la com parce que ça voilà parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de retard en MMA que ça enfin Non. ouais. C'est de la com, c'est impossible, il n'y a pas de chance que ce soit. En tout cas, son espérance de vie en MMA est littéralement de moins de 2 minutes si mais c'était dans une cage, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu vois que Jack Paul le guillotinait déjà en boxe et tout. Il peut, il peut vraiment placer sa guillotine pour le coup en MMA, tu vois. Ouais, malgré la différence de poids pour le coup. Euh, Malgré la différence de poids, il va pouvoir compenser le poids avec le sol. Son sol est tellement élevé qu'il va lui mettre la main dessus, il va pouvoir le finaliser, c'est sûr. Alright, Fernand, Mhm. sujet qui fâche. Parce que Cory Sandhagen le week-end dernier s'est imposé contre Rob Font, donc contexte particulier, puisqu'à la base on devait avoir Umar Nurmagomedov, Cory Sandhagen, combat qui m'intéressait particulièrement parce que opposition de style, parce que jeune prospect chez les bantamweight Umar Nurmagomedov. Finalement, on a Rob Font qui a remplacé au pied levé Umar Nurmagomedov. Cory Sandhagen s'est imposé par décision unanime, il n'y a pas eu photo, il a remporté tous les rounds, mais on apprend aussi depuis qu'il a une déchirure au biceps, donc forcément un peu plus compliqué de briller en striking. Mais toutefois, le main event n'a pas plu au public. Dana White est parti en cours de main event. Est-ce qu'il faut sacrifier le spectacle dans un sport comme le MMA pour gagner à tout prix?
Ça dépend de la casquette que tu me donnes. Si tu me donnes la casquette de l'athlète ou de celui qui reprend des athlètes, je vais te dire que j'aimerais qu'on puisse laisser la liberté comment il Sandagen. s'appelle, Sandhagen de choisir à quel moment il veut faire le spectacle, à quel moment il doit assurer la victoire. Sandhagen, c'est pas comme si c'était un mec qui systématiquement va c'est pas un mec qui systématiquement fait des mauvais combats en réalité. Sandhagen, et il a souvent fait des très beaux combats. Malheureusement, aujourd'hui, il s'est dit, bon, pourquoi tu veux que je bouge? J'amène un mec au sol, je le pose sur le dos, je le contrôle. En plus, quand j'essaye de bouger pour frapper n'importe quoi, il utilise la garde papillon, il m'élève, il me bascule, je suis en danger, je suis pas stable, bah, il se repose dessus et puis il fait le lay and pray. Aujourd'hui, en réalité, c'est ça le truc. Moi, j'ai envie de dire, oui, mais si je me demande en tant que promoteur sportif, j'aime bien que ça vienne et que ça casse, tu vois. J'aime bien je suis assez dur sur les bonus de 10 000 € qu'on donne sur Ares parce qu'il faut que ça se mérite et il faut que le gars ait pris des risques. Et on a un peu de tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des moments où on va avoir le même Dana White qui va dire que Cyril a fait une très mauvaise performance et que ce n'était pas intéressant à voir ce qu'il a fait contre, Contre comment il Jairzinho. s'appelle, Jerzino. Et puis deux mois après, qui va dire que c'est un génie, que Cyril Gann, c'est juste un génie et que sa manière de combattre est super spectaculaire et que c'est l'un des meilleurs poids lourds au monde parce qu'il y a des jours avec des jours sans. Pour le coup, Sandhagen a joué, son fight IQ est terrible. Il a un fight IQ terrible et il y a des combats où tu te dis, bon, pourquoi je vais prendre le risque? Mais il y a un mec qui est face à moi qui n'est pas très intelligent dans la manière de combattre. Rob Font, à la fin, on est au 4e round. Il a 4 rounds de perdu sur. Ses coachs lui mettent la pression. Il faut que tu ailles, que tu le détruises. On n'a pas le choix, il nous faut un KO, il nous faut un KO. Tu vois qu'il essaie de mettre un KO, le combat commence, il joue un peu, ensuite, shoot, double leg. Pour l'amener au sol, ça prend 45 secondes, 1 minute pour qu'ils arrivent au sol. Bon, pourquoi est-ce que je vais me faire chier alors que j'ai un mec qui a un fight IQ moins bon que le mien et que je peux le dominer, que je peux gagner gentiment? Effectivement, d'un point de vue des téléspectateurs, c'est choquant, mais des fois, c'est ça qui permet aussi d'assurer et de gagner. Il faut les deux. Il faut que de temps en temps, si tu sens que le match est compliqué, parce que c'est toujours ça, c'est le style qui fait le match. Si le match est compliqué et que tu ne peux pas t'exprimer correctement avec un mec, mine de rien, Robfond, il tape fort. Pourquoi je vais aller jouer avec lui alors que j'ai une possibilité? Je ne vous dis pas que le match a été divertissant. Ça n'a pas été. Vraiment, c'était pas un beau match. C'était ennuyant. Mais non, la réalité, c'est que il faut faire ce que tu dois faire pour gagner le match des fois. Et tu penses que ça peut, pardon, que ça peut être handicapant pour la suite de sa carrière? Parce que je me souviens, le combat Jairzinho contre Cyril, après ce combat-là, t'avais un peu changé d'approche et il y avait eu ce combat contre Volkov, si je ne m'abuse, où il y avait un Cyril. On n'avait pas vu un Cyril comme ça avant. Peut-être qu'il aurait pu gagner différemment. En tout cas, toi, t'avais vraiment mis un game plan en place pour que les gens voient une nouvelle facette de Cyril Gann. Est-ce que d'avoir des performances comme ça pour un gars comme Sandayon qui en plus en dehors de la cage c'est pas non plus comme si c'était le mec le plus spectaculaire au micro, ça peut être handicapant. Ça peut être handicapant si le mec ne fait que ça pour la carrière. Quand j'entraîne les gars, je leur donne ce discours que je te dis. Quand on s'entraîne, je donne l'optique de dire finissez vos adversaires. Bien entendu, on est aux entraînements, ça va être difficile de péter un gros high kick sur le visage de ton adversaire pour essayer de le finir, pour impressionner le coach. Mais cependant, si tu as un bon timing et que tu places une frappe au foie, on sait comment ça se passe et tout. Le foie est super énervé et donc du coup ça va faire mal. Le mec il va se mettre à genoux, mais pour le coup, quelques secondes après, quelques minutes après, le foie reprend sa forme normale, la notion de douleur disparaît et tout est comme d'habitude. Donc, je vais demander aux gars, allez chercher ça, essayez de finir les gars, allez chercher des soumissions, allez chercher vraiment à travailler votre style parce que votre carrière, puisque vous avez choisi d'être professionnel de MMA, dépendra complètement de votre capacité à terminer les combats. Mais ça,
il faut savoir qu'il y a des matchs où je vais aller chercher la victoire parce que c'est un match super compliqué et que on ne va pas dire non à ce match, mais on va aller chercher la victoire en se disant le prochain match, on va pouvoir se déployer. Celui-ci, on aura du mal à montrer le côté très agressif. Et c'est ce qu'on a quand on est allé sur le combat de Jerzino, sur le game plan, sur le papier, on avait l'intention de finir Jerzino. Vraiment, l'intention, c'était de finir le combat au troisième round. Et au troisième round, après avoir joué maintes fois, il a essayé d'amener Jerzino au sol. Cyril l'a amené 3 fois au sol. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça devient chaud parce que il a pris un knockdown, mais que personne n'a vu. Pendant qu'il tenait Jerzino en double leg, Jerzino s'est mis de côté et lui a mis 3 coups de coude sur la tempe. Et il a eu des vertiges. Il s'est rattrapé, il est remonté, il a tenu en clinch. Quand il est revenu s'asseoir dans le coin, il m'a dit, Looking, je vais plus essayer de l'amener au sol. Il est dangereux, il peut me faire mal. Et à partir de là, on a terminé le combat pour aller à la décision. Donc, il y a des moments où on va s'adapter. Est-ce que tu vas continuer à pousser pour essayer de le finaliser en sachant que debout, on n'arrivait pas à le finir? On savait que Cyril était meilleur que lui au sol. Mais pour pouvoir l'amener au sol, on prenait des risques énormes. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, je suis en train de gagner, je m'accroche. Et pourtant, on le savait. Au quatrième round, Cyril me demande, on est bon, est-ce que je peux m'arrêter là? Je lui dis non. Cyril, si tu veux le titre, là, il va falloir le finir. Si tu ne le finis pas, en comparaison à ce que Francis a fait avec lui récemment, ça ne va pas passer. En temps réel, je le lui dis au quatrième round. Et je lui dis, il faut vraiment que tu le finisses. Mais voilà, il y a chez les mecs intelligents comme Sandagen, comme Cyril, il y a ce que j'appelle un fusible. Il y a un fusible qui fait que quand ils sont à grande vitesse, le fusible saute et la voiture ralentit. Et ce fusible-là, j'essaie de le retirer complètement du moteur de Cyril pour juste mettre un conducteur. Je veux mettre un conducteur qui est tellement puissant qu'il ne peut pas sauter et qui ne va pas apporter la sécurité. Parce que c'est très bien ce truc-là de sécurité qui fait que Cyril sait à quel moment il approche le rouge et il sait comment s'économiser et il sait comment gérer. Et, 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 et ça nous a servi et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis d'arriver à faire des combats à la ceinture, à être champion intérimaire. Faut pas l'oublier, hein. Champion intérimaire. Premier champion intérimaire en France. C'est énorme. Et que nous, on ne le reconnaît pas ici, mais quand tu es champion quelque part dans le monde, au Mexique, et que tu as ta ceinture champion intérimaire, c'est quelque chose. Et donc, il a pu arriver là, ayant ce fusible qui lui montrait tout le temps la sécurité. On y est déjà. On l'a fait déjà. On a échoué déjà. On est sur le top 3. Il est temps de faire sauter le fusible et d'y aller. Ok. Mais que de teasing, que de teasing. Mais ça fait un moment que tu essaies de faire sauter ce fusible. Ah oui, c'est ça le but en fait d'un coach. Ce qui est bien dans la vie là, ce qui est bien dans ce qu'on fait, et c'est ça qui me permet de me moquer de ceux qui pensent qu'ils se moquent de moi. Ce qui est bien dans la vie, c'est que chaque échec est une étape du succès. La vie, ce qu'on fait là, n'aurait pas de sens et ce serait très ennuyant si on n'avait pas ces moments d'échec où on doit recommencer et mourir en essayant. Moi, c'est ça qui définit la vie en réalité. Il n'y a aucun honneur, aucune gloire à dire je suis arrivé, j'ai vaincu, je me suis arraché, j'ai pas galéré, j'ai pas souffert. Non, non, effectivement, ça fait quelque temps. Déjà, la vitesse à laquelle on y est arrivé, c'est pas un hasard. Il faut arrêter, c'est pas un hasard. Des champions du monde de Muay Thai en France, il y en a eu beaucoup. On en a croisé beaucoup. Bouganem, champion du monde de MMA, il a fait du MMA et du Muay Thai, il a fait du MMA aussi. C'est facile de le transformer, de le rendre champion si on veut. Il a un coach qui peut aussi l'amener à devenir champion intérimaire de l'UFC. Donc il a fait un brillant chemin déjà.
Mais ce que je te dis, c'est que on, il est motivé, il a envie, il a faim. On a faim, la team a faim. Le MMA Factory a faim. Le MMA Factory est énervé. Et donc, c'est bien, ça met la vie. Ça met quelque chose en fait. Ça nous donne une motivation, une envie de se lever tôt le matin, une envie de se coucher tard le soir, une envie de bosser. Et c'est l'essentiel. Hein. On s'en fout complètement de dire combien de fois euh, euh, Monsieur Obama a échoué aux élections départementales, municipales avant d'être élu président de la République. On s'en moque complètement. Le plus important, c'est de continuer à boucher, c'est d'espérer, c'est de pousser la machine. Mais t'as le sentiment, toi, là, d'être dans une période cruciale ou pas? Parce que ce qui est particulier, je trouve, c'est que c'est par rapport, on va dire, à ce qui se passait avant, où j'avais l'impression que c'était plus une approche macro. Là, on est Mmh. dans un truc, c'est plus microcosme français. Parce que tu peux me dire si je me trompe, mais dans tes interactions avec l'étranger, je pense que les gens ne voient pas ce qui peut se passer ou de se dire, là, tu vois, t'as faim, là, c'est parti, il faut y aller. Et que les gens sont en mode, Euh, bah, c'est business as usual, tu vois. oui, mais parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est la dimension internationale. Non, je pense pas que je suis dans une période cruciale. Je pense que la période cruciale, elle est passée. Et que C'était quand, du coup? bah, la période cruciale, c'était euh, le, ce sur quoi il y a eu le paroxysme des critiques sur l'ensemble de mes métiers. Parce que c'était lié directement à la performance sportive. C'était lié directement à l'échec que j'ai eu sur le combat de Nassourdine Imavov contre Sean Strickland. Euh, et puis, l'échec que j'ai eu contre Cyril Gann, contre John Jones. Sauf que même s'il y avait une victoire juste avant, il y avait aussi l'échec contre Segan contre Francine Gano. Cette cristallisation-là, je vais dire que c'était la période. Imagine, mets-toi dans un monde parallèle où les juges sont de, voient les choses différemment et disent bon, le grappling compte plus, il y a eu plus de points, il y a Massin, Cyril il gagne contre Francis, il devient champion undisputed de l'UFC. Est-ce que tu penses que le même chemin, est-ce que tu penses qu'on a la même trajectoire? Ah Tu, non. tu es d'accord, Ah, tu es d'accord que oui, je pense que ce serait différent, oui. tu es d'accord que c'est ça un peu qui est crucial c'est ça le vrai crucial. Ouais. Le vrai crucial, c'est que tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient que tu montes, qui sont super contents de ta croissance et de ton évolution, de ton ascension. À l'époque où il y avait même des documentaires qui sortaient et qui disaient l'ascension Fernand Lopez. C'était, voilà. Et puis, il y a un moment donné où tu as des mecs sur lesquels tu as fait 13 combats, 14 combats et tu perds un combat et c'est la dégringolade. Est-ce que la France a déjà connu un aussi mauvais coach que Fernand Lopez? Et, et, et si tu veux, ça, c'est le moment crucial parce qu'en réalité, tout ce que tu as à faire dans la vie, comme épreuve, comme boulot, comme levée de fonds, comme travail, comme sponsor, tout ce que tu as fait est dépendant d'une série de succès. Et en gros, ce qui se passe, c'est que te voilà qui arrive et tu as le combat du siècle. Et ce combat du siècle, qui est une narration qui est magnifique. Avec John Anik dit pour moi, quel que soit le résultat entre Francis Ngannou et Sergan, Fernand Lopez, pour moi, est le coach de l'année. On parle de mondial. John Anik, quand il y a la presse conférence à l'UFC, le monsieur qui se met au milieu de ceux qui font des combattants et qui parle à la place de Dana White, John Anik qui dit, pour moi, le coach de l'année, ça va être Fernand Lopez. Donc, tu te dis, tu es au top, là. Tu te dis, tu es là. C'est pour ça que ça m'amuse, en fait, tous ces coachs qui s'excitent, là. Tous ces managers qui s'excitent et tout, et qui font genre, ils déchirent tout. Mais en gros, tu es là, tu vois. Et puis, rapidement, une défaite. Pas deux. Une seule défaite. Et c'est
catastrophe. On n'a jamais vu ça. Ça chute complètement. Et puis, le lendemain, ça se passe plutôt bien. Il y a une victoire, notamment une victoire à Paris. La France est contente. C'est une belle performance. On se bat comme des oufs. On fait un boulot voilà, on va chercher le management. On a un beau combat. Un combat qui, même s'il a un goût très, très salé, très, très amer, reste un combat historique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire j'ai le plaisir, j'ai eu l'honneur d'avoir affronté euh, euh, John Jones. Et puis finalement, ce combat, imagine dans un monde parallèle, parce que si je l'imagine moi, on me dira t'es fou. Mais je ne vais pas le dire. Mais toi, imagine dans un monde parallèle, Cyril sort vainqueur contre John Jones. Est-ce que tu penses qu'il y a un autre moment qui peut être crucial que ça? Ah non, mais si Cyril avait battu Francis et John Jones, honnêtement, je pense qu'on parlerait de lui, déjà il serait numéro 1 pound for pound, et les gens diraient c'est le GOAT ou il est en passe de devenir le GOAT. Voilà. Voilà. Donc tu vois à quoi on passe, mine de rien. Mmh. C'est que tu vois à quoi on passe, parce que la réalité, c'est que si on enlève les embrouilles et tout ce qu'il y a, les mauvaises langues et tout ce qu'il y a, Oui, c'est un peu d'honnêteté, oui, dans ce... Ouais. si on sait qu'il y a de l'honnêteté, on sait qu'aujourd'hui, quand je prends deux grands combattants de grappling du très très haut niveau, je te parle des mecs voilà, du top et qui vont faire un match de grappling aujourd'hui sur EBI par exemple, tu as des matchs qui se terminent en 30 secondes. Tac, tac, erreur, je te prends un guillotine, boum, t'as tapé, bah, tu t'es fait prendre et tu applaudis l'autre et fin du match. Et ça ne veut pas dire que celui qui était au top là, qui allait affronter celui qui était au top, c'est une merde. Non, c'est deux gars qui sont au top, mais ça va trop vite, c'est du haut niveau. Et malheureusement, c'est pour ça que je t'ai dit que tu me parles d'un moment crucial là. Non, le moment crucial a déjà été fait, c'est passé. C'est un moment qui m'a apporté beaucoup de souffrance, mais qui m'a apporté aussi beaucoup d'apprentissage. Énormément d'apprentissage. T'en sors grandi parce que euh, tu apprends la vie encore, une autre étape de la vie que tu n'avais pas vue. Tu vois les choses monter et tu n'as jamais vu comment les choses s'écroulent. Mais plus tu montes et plus ça peut s'écrouler. Et quand ça s'écroule, c'est là où on va checker si tu es un bonhomme ou pas. Mais c'est ça le truc. C'est il faut que tous les coachs qui sont là dehors, tous les managers qui sont là dehors, qui sont sur l'industrie du MMA français, qui que vous soyez, mettez-vous bien ça en tête. Deux choses l'une. Ou vous n'allez pas briller et vous n'aurez pas d'ennui, ou si vous poussez un peu, vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez capter rapidement que le milieu va devenir très délétère et très hostile. Et ça, quand tu ne l'as pas expérimenté, tu ne le sais pas encore. Tu te dis, bon, à vrai dire, bon, c'est cool, tu vois, mais non, c'est pas si cool que ça. C'est beaucoup de, c'est beaucoup d'exposition qui apporte beaucoup de feu, qui apporte beaucoup de lumière, et la lumière est brûle. Et donc, et donc, au bout d'un moment, parce que tu as quelques échecs et que tu es quelqu'un de normal, tu te retrouves à ça. Et c'est pour ça que je dis, ça, c'est le moment, moi, je trouve que là, je suis dans un moment plutôt de plénitude. C'est que vraiment, je le dis sincèrement, je suis blindé de boulot, j'ai assez d'espace aujourd'hui avec le renvoi de Arès sur le mois d'octobre, j'ai assez d'espace pour pouvoir développer encore plus sur la partie performance sportive et, et rien que sur le mois de août-septembre, j'ai trois mecs qui vont combattre sur le PFL déjà et sur très haut niveau et c'est bien. Et rien que sur le mois sur le mois de septembre, octobre, il y a quatre mecs qui combattent à l'UFC avec Nassourdine sur l'UFC 293, avec Daria qui combat à comment ça s'appelle ça, à Las Vegas le 14 octobre, Nassourdine le 21 octobre, Cyril et William. William Gomis sur Paris. Il y a de quoi bosser.
il y a de quoi faire du bon boulot. Et donc voilà, la période cruciale, elle est passée. La période où tu te fais un dos en cuir est passé. Ensuite, tu grandis et tu apprends et tu es solide. Et l'un dans l'autre, tu vois, le MMA qui est un sport individuel, mais où il y a quand même des équipes qui sont présentes, est-ce qu'une période comme ça n'a pas son côté positif pour au sein d'une équipe où, je sais pas, toi, les membres de ton staff, est-ce que ça resserre pas ces périodes comme ça? Ah, c'est ce que je te dis. Vraiment, quand je te dis, l'OMMA Factory est fâché, c'est pas une blague. Il y a une révolution, une envie de tout arracher. Les mecs sont déchaînés et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, mine de rien, par ricochet, ils sont blessés parce ils sont toujours numéro un. Avec quel que soit ce qu'on dit, la team MMA Factory, on fait un boulot extraordinaire et qu'on reste numéro un, quoi que tu veuilles dire. C'est pas, enfin, quoi que tu veuilles dire, on reste numéro un sur la performance sportive. Soit par la qualité, soit par la quantité. Voilà. C'est pas, on le voit. Mais ce qui est bien, c'est que ça te permet déjà de refaire le tour de ton entreprise, qui est une entreprise. La volonté d'une entreprise, c'est d'avoir des personnes qui croient à un projet commun et qui vont vers la même direction. Et des fois, quand il y a des turbulences, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas exactement où ils sont parce que leur valorisation, ils ne savent pas où elle est. Ils trouvent que leur valeur est très grande et qui le rapport qu'ils donnent est plus important que ce qu'ils reçoivent. Et donc, du coup, c'est le moment de remettre tout en place, de laisser certaines personnes prendre des directions et d'autres prendre d'autres directions, de réorganiser les choses pour qu'il y ait un vent frais, un vent nouveau, qu'il y ait tous ces jeunes qui ont faim là, qui prennent la place et qui se disent, bon, les anciens lions ont bougé, ah, on gonfle un peu la poitrine, on se pose, on devient les nouveaux lions et tout, voilà. Et ce virage-là, je l'ai connu déjà 4 fois. L'OMMA Factory a ouvert ses portes en 2012. Entre 2012 et 2023, j'ai déjà connu 4 grandes générations de combattants où des grosses vagues se renouvellent, bougent, on recrée, on refabrique, on repart. En parlant de ça, de recréer, refabriquer, repartir. Je sais que tu as tes plans horizon à chaque fois, c'est quoi, 2025, 2035, enfin, pour les petites pépites, mais quand on regarde, il y a 2013-2014 Francis, 2018-2019 Cyril, là, 5 ans après, est-ce que tu as déjà trouvé, je sais qu'il y a plein de jeunes qui arrivent, mais le gars qui peut être encore cet ovni un petit peu? Ça, on va pas donner de nom, hein, mais est-ce que tu t'as trouvé le gars? Où là t'as pas mal de mecs où tu sais qu'ils vont taper très fort, mais où tu te dis encore pas sûr qu'il y ait ce calibre champion ou en tout cas set for life. J'en ai 3 Okay. en tête. Qui sont aujourd'hui et juste qui sont aujourd'hui professionnels ou c'est très très jeune là aujourd'hui. Tu vois ce que tu fais? Non mais non juste pour savoir si c'est des vraiment tu vois aujourd'hui bébé où tu te dis là ça enfin genre d'ici 2-3 ans les gens vont en entendre parler. C'est tôt de savoir. Il y a des personnes que tu connais qui sont des pépites et tu penses qu'elles sont des pépites et puis finalement elles disparaissent comme ça. Et donc il faut attendre que ça mûrisse un peu. Non, je te parle de 3 personnes que je pense qui ont un niveau de cador qui sont déjà là, sur lesquels j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a le niveau de devenir champion du monde de l'UFC. Dernier point, c'est un travail de détection ou c'est les 3 sont venus vers toi? Les 3 sont venus. Ok. Ouais, les 3 sont venus. Après, tu choisis au final quand les personnes viennent. Tu choisis ce que tu as envie de garder ou pas. Mais en général, honnêtement, je n'ai pas de, je ne fais pas le travail de scoutisme d'aller chercher, d'aller fouiner, d'aller fouiller ce que je devrais faire de plus en plus. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce qu'on a embauché quelques scouts qui passent à la Sueur FC, qui passent à Game of Thrones, qui passent à l'AFE, à L'AEF. l'AEF au nord de la France.
toutes ces organisations amateurs qui produisent des très jeunes talents qui sont bons, moi, j'envoie des gars là-dessus qui vont détecter. Et quand ils trouvent quelqu'un qui a un vrai potentiel, aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir au MMA Factory un jeune, je ne vais pas dire son nom, un jeune qui est un jeune amateur. Il est sur 6 victoires en amateur. C'est un poids lourd léger. Et j'ai kiffé l'attitude, le comportement, le truc et tout. Et il est arrivé tout seul et il dit, ben, je viens pour m'inscrire et tout. J'ai envie de m'inscrire sur ma factory, je vais être manager, machin, et puis voilà. Donc, en général, les mecs sentent qu'ils ont le niveau, ils ont un bon niveau. Honnêtement, on jouit, quoi qu'on dise, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est énorme, c'est qu'on jouit d'une bonne euh, presse auprès des personnes qui s'entraînent à MMA en mode amateur, en mode machin, et savent que réellement, il y a du haut niveau. Il y a de la qualité de haut niveau. Et donc, en général, ces personnes viennent de manière spontanée ou alors elles sont recommandées par quelqu'un et puis voilà. Maintenant que t'as Cyril, que t'as Nassourdine, que t'as des gars qui gagnent vraiment bien leur vie, est-ce que pour les petits jeunes, c'est plus dur qu'avant? Il y avait déjà les réseaux sociaux avant, mais tu sais, le côté un petit peu paillettes dans les yeux, les gars sont peut-être un peu plus durs à gérer. Est-ce que tu le ressens un petit peu plus? Ou là, ou pas du tout, pour le coup, il y a toujours beaucoup de respect et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, c'est quasiment la même chose. Souvent, il y a un peu de tout. Il y a honnêtement beaucoup de respect, mais il y a aussi il y a aussi beaucoup d'embrouilles des fois. Il y a aussi beaucoup de manque de respect des fois, en fonction toujours des personnes et surtout en fonction du niveau du projet. C'est de ça que je parle. Ce qu'il faut comprendre rapidement dans le fonctionnement d'une salle de sport d'un athlète, de n'importe qui d'ailleurs, c'est que la personne arrive chez toi avec une intention. J'ai envie d'être stagiaire, je l'assure, à tout prix. J'ai même pas envie de salaire. Est-ce que tu peux me prendre comme stagiaire? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, vas-y, tu es stagiaire. Quelque temps après, ah, euh, au bout de 10 jours, du coup, quand est-ce que je peux espérer être payé? Parce que là, j'ai beaucoup bossé, je bosse beaucoup. Ok, pas de souci, je vais te mettre un peu de sous. Euh, Est-ce que tu peux m'augmenter? Parce que là, je dépense beaucoup de sous pour arriver ici. Ok, ouais, je vais t'augmenter. Ah, je voulais te demander, Guillaume, est-ce que tu penses que je peux aller donner aussi, je peux aller aussi travailler un peu pour l'équipe d'à côté? Ouais, non, c'est compliqué parce que c'est la concurrence. Ah, moi, j'aime pas Guillaume parce que il aime trop les barrières. Il m'empêche d'aller aussi aider les autres. C'est de l'entrepreneuriat pur et dur. Et ça se passe tout le temps. Et au bout d'un moment, la personne, elle voit ce que tu as, vous avez un bon rapport. Le projet, il est bon, il est équitable. Lui, toi, tu lui apportes de l'enseignement, tu lui apportes de l'encadrement, tu le pousses. Lui t'apporte de la compétition à la salle, de la vie à la salle. Il t'apporte des trophées, il t'apporte des résultats, il t'apporte de la lumière et vous progressez. Et au bout d'un moment, vous êtes au bout du projet. Parce que peut-être que tu ne peux plus lui apporter, peut-être que tu lui as trop apporté, peut-être qu'il y a une autre proposition, peut-être qu'il pense qu'il vaut mieux et toi tu penses qu'il ne vaut pas aussi tant qu'il demande. Fin du projet. C'est aussi simple que ça. Mais du début du projet jusqu'au milieu du projet, jusqu'au début de la fin du projet, ça va bien. Ensuite, fin du projet. Maintenant, quand tu as l'expérience, tu négocies ça très bien. Tu sais négocier et tu vois le mal de loin. Du coup, il y a plus de séparation pacifique. Personne n'est même au courant. Ça glisse tout seul. Vous êtes d'accord qu'on est en fin de projet. On n'a plus rien à faire ensemble. Très clair. Fernand, je pense qu'on a terminé. Juste dernier point. Arès donc de retour au mois d'octobre. Toujours ce main event banger entre Monsieur Younouzof et Monsieur Mustafa Aida. Toujours pour la ceinture. Est-ce que le reste de la carte, là, t'as, je sais pas, un petit co-main event finalisé, des petites annonces ou ça va arriver Ça va arriver. Je n'y ai pas pensé du tout. Je ne sais pas ce que j'ai comme, je sais pas ce que j'ai noté. Mais on a déjà,
on a déjà une belle carte. Elle est finie, elle est terminée pour être tout à fait honnête. C'était la carte de septembre qui est terminée, la carte d'octobre aussi, elle est terminée. Donc oui, je la connais déjà, mais on va en parler la semaine prochaine si tu veux bien. Et je regarde vite fait si j'ai un truc sous la main, mais, euh, mais on est pas mal avancé dessus. Let's go, let's go. Mais en tout cas, ouais, le main event va être très très intéressant. Oui, à lui tout seul, le main event, il se vend déjà très bien. Honnêtement, je n'ai pas de doute là-dessus. Le main event se vend déjà très bien. Et c'est quelque chose que je, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que Mustafa Aïda, c'est un problème. C'est d'ailleurs juste, ouais, vraie question, c'est pas un peu tôt, Pour, Monsieur Younoussov? non, je pense pas. Ok, ok, ok. Je connais un peu le MMA quand même. Non, mais dans le sens, tu sais, comme ce que t'as dit, comme ce que tu dis à chaque fois, tu sais, par rapport à Thomas Spinal, c'est vrai que on l'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. C'est ça. On va découvrir. Mais qu'est-ce qu'il risque? Mhm. Qu'est-ce qu'il risque? C'est un petit qui n'a même pas un quart de siècle. Ouais. Il est plein de testostérone, il est chaud, il est bien, il est solide, il est beau gosse. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il a quoi? Une défaite? Et bien après, il y a quoi s'il perd Mais le en combat? vrai, quand il te parle, et il est en mode je vais terminer rapidement aussi, ou là, l'état d'esprit, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est Non, il le Ouais, prend au sérieux. ok. Il le prend vraiment au sérieux. C'est que il a l'envie d'arriver très violent, de manière très violente et tout. Mais cependant, il sait qu'il faut se préparer à 5 rounds de 5 minutes de violence. Parce que Mustafa Eda, il va croissant dans son cardio. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Il en est conscient et donc il s'entraîne en mode. Il a deux mecs sur lui qui le font monter pour tester s'il peut avoir le cardio de monter comme Mustafa monte dans les tours. Et donc, c'est très intéressant. Alors, sur la FAT 4, il y a quoi? Il y a Elias Boukzedan qui est prévu. Il y a Gilles Odela qui est prévu. Il y a Ousmane Nimbatirov qui est prévu. Youssouf Binaté prévu. C'est une carte qui peut être bien. Elle peut être banger. Alright, et ben parfait, à la semaine prochaine.